Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des acidoses lactiques non hypoxiques. Alors le sujet peut être un peu éventuellement rébarbatif parce qu'on va avoir de la biochimie, etc. Donc j'ai choisi de nous promener à travers ces étiologies des acidoses lactiques non hypoxiques à travers un cas clinique. Donc, il s'agit d'une femme de 69 ans hospitalisée en réanimation pour un choc septique dans un contexte de syndrome occlusif majeur. Il existe une acidose métabolique lactique avec les gaz du sang que vous voyez là et les lactates à 7. Vous allez dire, il s'est complètement gouré dans son exposé puisque là, c'est vraiment une cause hypoxique. Mais l'histoire qui nous intéresse n'est pas encore là. Ses antécédents, elle a un diabète dont on sait qu'il est très ancien et qui nécessite de l'insuline. Elle a de l'ostéoporose, de la colopathie fonctionnelle, une surdité congénitale. Elle n'a pas d'intoxication alcoolo-tabagique. Elle est autonome à domicile et vous avez son traitement ici indiqué. Elle est prise en charge comme on prend en charge les chocs septiques. Je vais très vite parce que, encore une fois, c'est pas notre sujet. Elle a non seulement un syndrome occlusif majeur, mais avec beaucoup de choses à l'intérieur, et tellement il y en a à l'intérieur qu'elle est opérée par le chirurgien pour la débarrasser de cette occlusion fonctionnelle avec ce fécalome gigantesque. Et puis l'évolution, elle est favorable assez vite avec sevrage des catécholamines, sevrage de la ventilation artificielle, mais ce qui nous embête, c'est que l'acidose lactique, au lieu de guérir comme elle aurait dû, eh bien, elle persiste, et elle persiste plusieurs jours après l'amélioration totale de cette malade. Et la seule chose qui nous embête, c'est qu'elle reste avec des lactates qui sont supérieurs à 4 millimoles par litre sur vraiment tous les dosages. Et donc la question, c'est quelle stratégie pour identifier la cause de cette hyperlactatémie persistante ? Je vous avais promis de la biochimie, la voilà. Et donc, quand on regarde ou révise la biochimie du lactate, alors je vais vous le faire de façon très simplifiée. Vous savez tous que ça part du glucose qui normalement est métabolisé par la glycolyse aérobie avec des enzymes clés qui sont la phosphofructokinase et la pyruvate kinase. On arrive au pyruvate. Le pyruvate, pour continuer son chemin et produire de l'ATP, parce que c'est son boulot, il faut qu'il rentre dans la mitochondrie, et il peut rentrer dans la mitochondrie que quand il y a de l'oxygène. Et quand il est dans la mitochondrie, à ce moment-là, la voie métabolique peut se poursuivre avec l'action de la pyruvate déshydrogénase, et puis l'entrée dans le cycle de Krebs et la production de nos fameux ATP qui nous servent à produire notre énergie. Et puis quand on peut pas rentrer dans la mitochondrie ou pas suffisamment, la voie du pyruvate est dérivée vers les lactates et avec la lactate déshydrogénase et avec l'intervention, et c'est important, du cycle NAD-NADH. Et donc, et les lactates, c'est un peu un cul-de-sac métabolique, comme on dit, avec de la production, de la consommation, de la clearance, et comme vous le savez, essentiellement hépatique et un tout petit peu rénal. Je passe là-dessus. Et donc, quand on a cette hyperlactatémie persistante, finalement, soit ça va être un problème qui va se situer à cet endroit avec des problèmes d'entrée dans les mitochondries, soit ça va être à cet endroit avec une hyperproduction de pyruvate, soit ça va être à cet endroit, c'est que les lactates ne peuvent pas être éliminés. Alors, première réflexion, est-ce que ça peut être un problème lié à l'élimination du lactate? Comme je viens de le dire, le lactate, il est éliminé ou métabolisé essentiellement par voie digestive, et donc chez les malades qui ont un bilan hépatique perturbé, une insuffisance hépatocellulaire, on s'attend à trouver des lactates qui restent élevés, et l'insuffisance rénale, comme je le disais, peut être un facteur aggravant. Chez notre patient, c'est l'encadré en rouge, le bilan hépatique est normal, il n'y a plus d'insuffisance rénale, et donc la cause, c'est les lactates qui ne peuvent pas s'éliminer, n'est pas retenu. Après, la deuxième chose, si ce n'est pas un défaut d'élimination du lactate, est-ce que ça peut être une production exagérée de lactate? Et cette production exagérée de lactate, elle peut avoir plusieurs origines. Une origine, c'est quand il y a une augmentation de la production de NADH, comme je vous le disais tout à l'heure, et une cause finalement qu'on rencontre très très fréquemment si on y fait attention, c'est que nos malades qui arrivent aux urgences avec une intoxication
convulsion alcoolique aiguë, eh bien, alors qu'ils n'ont pas convulsé, ils n'ont pas fait de trouble hémodynamique, c'est pas rare de leur trouver une hyperlactatémie qui, comme ça, on a un petit peu de mal à la comprendre. Eh bien, ça s'explique ici, puisque l'éthanol est transformé en acétylaldéhyde, et cette transformation produit du NADH, qui est le substrat qui transforme le pyruvate en lactate, et c'est cette voie métabolique qui explique que dans cette situation-là, les alcoolémies élevées sont assez souvent associées à ces hyperlactatémies, en général assez modérées. Et c'est comme ça aussi qu'on explique que dans l'acidocétose diabétique, certes, l'acidose métabolique est essentiellement liée à la production des corps cétoniques, mais également par l'activation de cette voie métabolique. Et c'est pas rare non plus dans les acidocétoses diabétiques d'avoir aussi une petite touche d'acidose lactique associée. Et puis, dans ces acidoses lactiques de type... alors évidemment, là, chez notre patiente, elle était hospitalisée depuis quelques jours. L'hypothèse acidocétosique ou alcoolique a été rapidement éliminée. Et puis, il y a plein de médicaments qui sont capables de donner des acidoses lactiques. Alors, il y en a un qu'on connaît bien et on est confronté à un certain nombre de situations cliniques chez nos malades. C'est la metformine. Et donc, la metformine, elle agit à cet endroit-là, au niveau de la pyruvate déshydrogénase en l'inhibant. Et donc, si ça inhibe, le pyruvate, il peut pas bien rentrer dans les mitochondries. S'il rentre pas dans les mitochondries, il produit le lactate. Et en plus, la metformine, ça inhibe ou ça limite l'élimination ou la clairance du lactate par le cycle de Cori. Mais il n'y a pas que la metformine, il y a les salicylés qui également agissent en gênant la métabolisation mitochondriale du pyruvate. Et puis, l'adrénaline et le salbutamol, c'est-à-dire les bêta-2 mimétiques ou les bêta-mimétiques, eux ont un effet d'hypermétabolisme. Cet hypermétabolisme, ça fait que le glucose est dégradé de façon très intense vers le pyruvate, et cette dégradation, elle n'est pas complètement amortie par le passage dans la mitochondrie, et donc il y a une augmentation de la production de pyruvate et une augmentation de la production de lactate. Et puis un autre médicament qui est utilisé chez nos malades de réanimation, qui est le propofol. Et il y a un syndrome qui s'appelle le propofol infusion syndrome, que l'on observe chez les malades qui reçoivent des fortes doses ou avec une longue durée, avec un certain nombre de signes cliniques qui sont indiqués ici. La coloration verte des urines que vous connaissez bien, mais qui n'est pas un signe de propofol infusion de syndrome, qu'on peut voir de façon tout à fait indépendante. Et dans les anomalies biologiques observées, il y a une hyperlactatémie. Comment est-ce qu'on explique cette hyperlactatémie? Eh bien, comme tout à l'heure ici, c'est une action du propofol qui agit en inhibant la pyruvate déshydrogénase. Chez notre malade, pas de catécholamine, pas de bêta-2 mimétique, pas de propofol, donc il faut chercher autre chose. Au fait, tiens, comment est le pH? Parce que l'alcalose, elle aussi, peut accélérer la glycolyse, et c'est comme ça qu'on explique, par le même mécanisme tout à l'heure, espèce de hyper-métabolisme, accélération du métabolisme glucose, pyruvate, lactate, et c'est comme ça qu'on explique les hyperlactatémies liées chez les malades qui ont une alcalose. Chez cette malade, au moment où elle a cette hyperlactatémie persistante, elle a 7,42 de pH, il faut chercher autre chose. Carence en vitamine B1, on connaît ça, c'est le classique beriberi, ou plus exactement la forme qu'on observe plutôt dans nos pays, c'est celle qui est liée aux carences en vitamine B1 chez les grands alcooliques, avec des tableaux cliniques qui sont assez protéiformes, mais qui donnent en particulier une insuffisance cardiaque sévère, classiquement à débit élevé, mais il y a d'autres formes qui sont possibles, une neuropathie périphérique, une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke puis Korsakoff, et de l'acidose lactique, avec comme étiologie classique essentiellement l'alcoolisme important, mais pas que, comme on va le voir tout de suite. Où est-ce que ça agit? Ça agit ici. La thiamine est un cofacteur majeur pour la pyruvate déshydrogénase. S'il y a une carence en thiamine, on n'a plus d'action ou une mauvaise action de la pyruvate déshydrogénase, et donc notre production de lactate, notre malade ici, elle n'est pas éthylique, et on ne peut pas retenir a priori cette carence en vitamine B1.
On ne peut pas, quoique, finalement, en reprenant certaines données pour préparer ce topo, eh bien, il y a certains états sceptiques, mais sans choc, parce que sinon, c'est pas de jeu et c'est pas notre topo d'aujourd'hui, qui peuvent aussi s'accompagner d'acidose lactique. Et puis, il y a certaines situations cliniques, et ça, on est confronté de temps en temps. Alors, comment ça s'explique? Eh bien, dans le sepsis, c'est pas une surprise de dire qu'il y a un hypermétabolisme. Les malades sont hyperglycémiques. S'ils sont hyperglycémiques, ça active les voies de la glycolyse. Et simplement, l'hypermétabolisme en phase précoce du sepsis, alors qu'ils ne sont pas en état de choc, peut favoriser ou entraîner une production de lactate par cette espèce de découplage de la réaction glucose-pyruvate-lactate. Mais ce n'est pas le seul mécanisme, puisque au début du sepsis, on sécrète des catécholamines endogènes, qu'on dose jamais, mais il y a une hypersécrétion de nos catécholamines endogènes, qui, comme tout à l'heure, comme pour les catécholamines exogènes, peuvent aussi, par leur effet AMP cyclique, phosphofructokinase, favoriser cette accélération du métabolisme. Et aussi, il a été montré récemment que ces malades-là, ou en tout cas un certain nombre de ces malades, pouvaient avoir en plus une carence en vitamine B1, qui est quelque chose qui est certainement très très sous-estimé chez nos malades et qui a été étudié dans un certain nombre de situations avec non seulement l'éthylisme, et cette fois-ci pas forcément l'éthylisme très sévère comme facteur favorisant, mais également, et on n'est pas surpris de ça, la dénutrition, quelles que soient ses circonstances d'apparition, certaines situations de chirurgie digestive, et c'est comme ça aussi qu'on observe ce phénomène au cours du syndrome de renutrition, avec un beau papier dans Critical Care Medicine sur les administrations systématiques de vitamine B1 sur certains terrains, avec ces histoires de lactate. Une autre étiologie possible, c'est le syndrome de lyse tumorale, parce que, bon, effectivement, on connaît ça, spontané ou post-chimio, avec une libération d'anions et de cations intracellulaires, et un certain nombre de situations et des caractéristiques biologiques. Clairement, l'hyperlactatémie ne fait pas partie des signes cardinaux du syndrome de lyse tumorale, mais l'hyperlactatémie est possible au cours du syndrome de lyse tumorale, avec comme mécanisme, plutôt ça se passe au niveau de la mitochondrie, on va dire, pour simplifier les choses. Et puis tiens, cette histoire, j'ai l'âge un peu de raconter des histoires ou de me souvenir de certaines histoires. Donc cette histoire d'hyperlactatémie au cours du syndrome de lyse tumorale, ça me rappelle une autre histoire, celle d'un malade de 75 ans, hypertendu, tabagique, opéré d'un anévrisme de l'aorte abdominale, avec une intervention longue mais sans problème majeur, une évolution post-op favorable, extubé à J1, sevré de la noradrénaline très rapidement, pas d'insuffisance rénale, post-op 9 de lactate. Le lendemain, 9 de lactate. Et puis, de façon un peu inattendue, on signale qu'il fait des hypoglycémies. Il est transféré en endocrinologie, et puis il a toujours des lactates élevés. Et puis, à ce moment-là, on est appelé pour discuter de ce dossier, et on fait le diagnostic de ce mécanisme un petit peu original des hyperlactatémies qu'on appelle l'effet Warburg, qui est dans certaines pathologies tumorales sur lesquelles je vais revenir dans une minute, le fait que des produits sont libérés, dont de l'IGF aberrant, qui lui va avoir des effets métaboliques qui expliquent tout à fait qu'il puisse y avoir des hyperlactatémies dans cette situation-là, avec à plusieurs endroits ou plusieurs cibles, l'activation de la glycolyse, l'activation de la lactate déshydrogénase et également du TNF produit dans cette situation, et on n'est pas surpris, avec un effet inhibiteur sur la phosphodiesterase. Donc c'est syndrome de Warburg. Alors pour être vraiment précis, quand il y a hyperlactatémie, hypoglycémie et puis ces maladies hématologiques, lymphome de préférence et puis des fois leucémie, eh bien on appelle ça l'effet hyper-Warburg quand l'hyperlactatémie dans ces situations-là est associée à une hypoglycémie, ce qui était exactement le cas de ce patient. Mais là, notre patiente, là, elle n'a vraiment pas ça, elle n'a pas de syndrome tumoral, pas d'adénopathie et aucune arrière-pensée pour qu'elle rentre dans ce cadre étiologique.
Alors à ce moment-là, il faut chercher autre chose et il nous reste plus qu'une seule solution. En tout cas, j'en ai trouvé plus qu'une seule, c'est de dire, bah, si ça se trouve, c'est sa mitochondrie elle-même qui ne fonctionne pas bien. Alors certes, c'est pas très habituel de trouver une cytopathie mitochondriale à l'âge de 70 ans, mais finalement, pourquoi pas? Et donc, si on reprend nos cytopathies mitochondriales, bah, la plus classique, c'est le syndrome MELAS. Et MELAS, ça nous va bien parce qu'il y a myopathie, encéphalopathie et il y a acide lactique. Sauf que notre malade ici, elle n'a pas de myopathie, elle n'a pas d'encéphalopathie. Le quatrième signe de MELAS, c'est pseudo-AVC ou présentation clinique avec un tableau neurologique qui ressemble à AVC. Mais dans ces cytopathies mitochondriales, eh bien finalement, il y a un polymorphisme clinique, puis il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs mutations qui peuvent être responsables. Et en particulier, on trouve celle-là où ça fait myo-neuro-gastro-antéastinale encéphalopathie syndrome. Et dans cette entité, il y a de la surdité, notre malade, elle l'avait. Il y a du diabète, notre malade, elle l'avait. L'encéphalopathie, bah, pas trop. Le syndrome occlusif fonctionnel, notre malade, elle l'avait. L'acidose lactique, la malade, elle l'avait. Puis quand on fait l'arbre généalogique, bah, on retrouve qu'elle a des antécédents familiaux de diabète et de surdité. On fait la recherche génétique et on trouve cette maladie génétique avec une publication qui avait été faite quelques années avant avec la même mutation par nos collègues d'Angers. Le tableau synthétique finalement résume un petit peu ces différentes étiologies qu'on a été chercher et qui redonnent les étiologies principales des causes d'acidose lactique non hypoxique avec un classement officiel en B1, B2, B3, mais peu importe, ça permet d'avoir la liste de ces étiologies. Je vous remercie de votre attention.